Pour ceux qui passent souvent sur cette chaîne YouTube, vous êtes sûrement au courant que j'aime bien les vieux FPS. Ce sont les jeux de mon enfance, ceux avec lesquels j'ai grandi, ceux qui m'ont permis de donner des billets à des stripteaseuses alors que j'étais même pas encore au collège, et ceux qui m'ont appris qu'il faut toujours avoir un briquet Zippo et un aérosol sur soi. Mais je dois reconnaître que tous ces jeux se ressemblent. Ils ont chacun leur univers, mais au niveau du gameplay, ils se ressemblent tous. On tire sur des ennemis, on est bloqué par une porte, on ramasse une clé, on ouvre la porte, on retire sur des ennemis et on actionne un interrupteur à la fin du niveau. En fait, quand Doom est sorti en 93, c'était vraiment le premier FPS qui ressemblait à un FPS tel qu'on l'entend aujourd'hui, et son succès a littéralement façonné les FPS qui lui ont succédé. Certains ont utilisé le même moteur comme Heretic ou Xen, d'autres ont tenté de l'imiter, et d'autres encore l'ont surpassé, mais au final, pour la partie gameplay, c'est toujours la même chose, qu'importe le jeu et qu'importe le moteur. Heureusement pour moi, avancer en tirant sur des trucs qui saignent fait partie de mes passe-temps préférés, avec le point de croix, mais ce style de jeu n'est pas forcément fait pour tout le monde, et ce serait dommage de réduire le genre FPS à ça. Aujourd'hui, on l'a bien compris, un jeu en vue à la première personne n'est pas forcément un jeu de guerre, ça peut être un jeu de construction, un jeu de puzzle, un jeu narratif ou un jeu de... on sait pas trop. Mais à l'époque, dans les années 90, au tout début des FPS donc, le mec qui n'était pas branché trip et globe oculaire n'avait pas beaucoup de choix. Il existait quelques FPS orientés RPG comme Daggerfall de la série des Elder Scrolls ou System Shock, mais honnêtement, ces jeux étaient une véritable purge. La prise en main était aussi agréable que si on t'enfonçait un fil barbelé dans l'urètre, alors oui, ce sont d'excellents jeux, surtout System Shock, mais il faut bien reconnaître qu'ils ont très mal vieilli et que déjà à l'époque, rien que le système de contrôle était une horreur. Et que celui qui ose me dire le contraire dans les commentaires prépare son urètre parce que j'ai tout un stock de barbelés pour lui. En définitive, les FPS du début et de la moitié des années 90, c'était surtout des jeux bourrins dans des labyrinthes. Mais il y a un jeu qui a su dire merde à tout ça et surtout qui l'a fait avec brio, c'est Strife. Ce jeu est sorti en 1996 et a été développé par Rogue Entertainment qu'on connaît surtout pour avoir fait les packs d'expansion de Quake et Quake 2. Et avant de te montrer le jeu, il faut que je te raconte un peu son histoire et que je te précise un petit détail intéressant. Strife utilise le moteur de Doom, le Doom Engine, et le Doom Engine permet de faire certaines choses comme, par exemple, un ciel, changer la luminosité de certains secteurs, des plateformes qui montent et qui descendent, des portes qu'on peut utiliser, des portes verrouillées avec un système de clés, et plein d'autres petits trucs comme ça. Et si on regarde d'autres jeux qui utilisent le moteur de Doom, comme Heretic, ils utilisent ces fonctions basiques du moteur, c'est un peu le tronc commun. Les portes s'ouvrent vers le haut, il y a des interrupteurs, un système de clés, etc. C'est d'ailleurs pour ça que tous ces jeux se ressemblent. Ils utilisent les mêmes moteurs avec les mêmes fonctions, donc ça donne les mêmes gameplays. Et si moi, je veux faire un jeu sur le Doom Engine et faire une porte qui s'ouvre vers le haut, je n'aurai absolument aucun mal à le faire, puisque tout ça fait partie du moteur du jeu. Par contre, si je veux faire une porte qui s'ouvre, disons, comme ça va déjà être un peu plus galère. Eh bien, dans Strife, qui utilise le moteur de Doom, les développeurs ne se sont pas contentés d'utiliser ce qui existait déjà et de faire un jeu qui ressemble à Doom, un Doom-like. Ils ont utilisé le moteur de Doom, mais ils y ont ajouté plein de fonctions qu'ils ont programmées eux-mêmes pour faire de leur jeu un jeu unique, bien loin des standards de l'époque. Ils ont ajouté un système de dialogue, d'inventaire, des maps interconnectées entre elles et persistantes, la possibilité de sauter, des coéquipiers gérés par l'ordinateur, des quêtes et plein d'autres choses. Avec tout ce code supplémentaire, il est impossible d'utiliser des portages modernes du Doom Engine pour lancer Strife puisque ce jeu rajoute des fonctions qui n'existent pas à l'origine dans le moteur. A l'inverse d'autres jeux comme Xen, il est donc très compliqué de faire fonctionner Strife sur un ordinateur moderne. Vers 2010, Nightdive, un studio qui est spécialisé dans l'achat de vieilles licences pour en faire des versions remasterisées, rachète les droits de Strife, qui était sorti en 96, je te le rappelle, dans l'optique d'en faire une nouvelle version qui puisse fonctionner sur nos machines actuelles. Problème, les développeurs de l'époque n'avaient plus le code source de leur jeu. Toutes les fonctions qui avaient été programmées pour Strife ont été perdues dans la nature, et manque de peau, c'est justement de ces fonctions particulières dont on a besoin pour faire fonctionner Strife. Un ancien employé de chez Rogue Entertainment, les gens qui ont fait le jeu en 96, a alors été embauché par Nightdive, le studio qui a voulu faire la version remasterisée, pour rétro-ingénierer le jeu sur lequel il avait travaillé 15 ans avant.
Finalement, en 2014, Strife Veteran Edition, ou Veteran Edition, je ne sais pas, sort et c'est cette version qu'on va voir. Elle est presque identique à la version d'origine de 96, il n'y a que quelques améliorations graphiques, notamment au niveau de l'éclairage. Et puis on sera en 16/9, ce sera plus agréable à regarder. Il y a également un système de marqueurs sur la carte pour voir les quêtes actives et quelques bugs de l'époque qui ont été corrigés. Voici donc Strife, le Doom-like qui ressemble le moins à Doom, sorti en 1996 et probablement un des jeux les plus sous-cotés de sa catégorie et de son époque. Vraiment, si tu aimes les FPS old school et que tu ne connais pas, fonce, ce jeu est une petite pépite. The comet struck our planet without warning. We lost our paradise in a single violent stroke. The impact released a virus which swept through the land and killed millions. They turned out to be the lucky ones. For those that did not die became mutations of humanity. Some became fanatics who heard the voice of a malignant god in their heads and called themselves the Order. Those of us who were deaf to this voice suffer horribly and are forced to serve these ruthless psychotics who wield weapons more powerful than anything we can muster. They destroy our women and children so that we must hide them underground and live like animals in constant fear for our lives. But there are whispers of discontent. If we organize, can we defeat our masters? Weapons are being stolen. Soldiers are being trained. A movement is born. Born of lifelong strife. Voici donc l'histoire de Strife. Une planète, on ne sait pas si c'est la Terre ou une planète fictive, qui a été frappée par un astéroïde qui a répandu un virus. Ce virus rend les gens malades, certains meurent et d'autres survivent mais deviennent fous et se regroupent en une sorte de secte. Malheureusement, Strife n'est pas disponible en français. Je t'ai gentiment ajouté quelques sous-titres et je vais continuer à le faire, mais tout le jeu est en anglais. Sache cependant que si tu as choisi allemand en LV1, bon bah déjà t'es un mec bizarre, mais il existe des patchs non officiels qui traduisent les textes du jeu et ajoutent des sous-titres lors des dialogues ou des cinématiques. Ça rendra le jeu accessible à tout le monde, et ce serait dommage de s'en priver car c'est un excellent jeu. Le jeu commence avec un court texte d'introduction qui nous explique qu'on incarne un mercenaire qui fait route vers la ville de Tarnil, où s'affrontent l'Ordre, la secte qui a pris le pouvoir, et la Résistance. En arrivant en ville, on se retrouve face à des acolytes de l'Ordre et on va jouer du couteau. Après s'être débarrassé des acolytes, on rencontre un homme qui veut nous donner notre première mission. In a small world, word travels fast. I hear you just removed some obstacles from your path. Nice work. Are you interested in some more lucrative projects? Good. Some friends of mine need someone silenced. Belden is being held by the Order in their sanctuary. There's a rarely used entrance by a small pier off the river which is unguarded. Get in, shut him up, and bring his ring back to me as proof. Guarantee 50 gold, and if you return without setting off every alarm in town, there's the chance to earn much, much more. And here's a little helper that should give you an edge. Good. Remember, his silence is golden. Notre première mission consiste donc à assassiner un type retenu prisonnier par l'Ordre. C'est une mission extrêmement simple, on reçoit une arbalète, on nous dit précisément où aller, qui assassiner, quel objet récupérer et ça ne dure que 3 minutes. Mais ça permet de se familiariser avec le jeu, puisque aussi bête que ça puisse paraître, des FPS de ce genre, il n'y en avait pas beaucoup à l'époque. Et généralement, le premier réflexe dans un Doom-like, c'est de tirer sur tout ce qui bouge. Dans Strife, nos actions ont des conséquences. Il existe plusieurs fins au jeu, mais également plusieurs façons d'accomplir un objectif. Différents chemins pour y accéder, et tout ce que l'on fait reste jusqu'à la fin. Si on tue un personnage dans la toute première map du jeu, et qu'on y revient à la fin, le cadavre sera toujours là, et si c'était un personnage important, on peut louper une mission, un indice ou une aide précieuse. Bref, après avoir retrouvé notre cible, on l'assassine, on récupère son anneau comme preuve, et on retourne voir notre ami pour terminer la quête. Mission accomplished? You have the ring of the traitor? Here, you earned it. The traitor you killed was about to reveal the location of the front. You saved lives. How would you like to earn more gold and a future free from tyranny?
I have a business relationship with the front's leader, Maisel. I know he needs an incisive fellow like yourself, and he pays well. Take this recovered comm unit, and you'll be led to, shall we say, opportunities. Get going. If you hang around here, we're both dead. Listen, if this comm unit is working, that means you're still 100% human. I've been ordered to bring you in. We're talking trust here. Betray me and pay. Oh, and by the way, you can call me Blackbird. On fait alors la connaissance de Blackbird, une résistante qui combat l'ordre et qui nous accompagnera tout au long du jeu pour nous donner nos objectifs et nous guider quand on ne sait pas où aller. Head over to the old town hall. After the order bombed it, Maisel had a tunnel built that lets us get in and out without the Acolyte's knowledge. Un des gros points positifs de Strife, c'est son scénario, très bien ficelé, bien écrit, et aussi ses doublages d'une qualité rare, surtout pour un jeu de cette époque. On peut parler à tous les personnages que l'on croise, certains nous donneront des conseils un peu bateaux, d'autres des informations très intéressantes, et on est souvent surpris par l'histoire. Comme tu peux le voir, les personnages les plus importants sont entièrement doublés, il y a vraiment beaucoup de lignes de dialogue dans ce jeu, et mis à part 2 ou 3 exceptions, tous les acteurs sont convaincants, mais pour le moment, direction le QG de la Résistance. Go through the door on your left, and then the one on the right. The guard's name is Jeff. Tell him you need gold. What are you doing here? Blackbird told you the code, huh? Well, let me shut off the alarm. Maisel is 1 flight down. Welcome to the last flicker of hope. Only we have the free will to oppose the order. We have the sharpest scientific minds and many able bodies, but we lack that one real, problem solver who will give us the edge we need. Help us. Good. Blackbird will continue to be your guide. She's taken quite a shine to you. Together you've got to unlock the secrets of the Order and their inhuman servants. Get inside and take them down. Sounds like a dream job, doesn't it? Frankly, the situation is a mess. You must accomplish several missions to prepare the way for more attacks on the Order. Our last raid was a disaster, and most of our troops were captured. I need you to free these prisoners. Take this money and visit Irali, who supplies our weapons. Then this key will get you in to see the governor. He's a corrupt puppet of the Order, but he loves to make deals. Do whatever you need to free our brothers in arms. And I'll be right there with you. Fight for the front and freedom. Move out. Nous voici officiellement dans la Résistance. Maisel, le leader, nous engage et nous associe avec Blackbird pour renverser l'ordre. Et c'est là que le jeu commence vraiment. Pour battre l'ordre, il ne suffit pas d'actionner un levier ou de tuer un boss. Maisel nous confiera différentes missions, sabotage, assassinat, libération de prisonniers, ce genre de choses. Et petit à petit, le monde autour de nous changera. On aura accès à d'autres parties de la map, à de nouvelles armes, de nouvelles technologies. Le but du jeu n'est donc pas de foncer tête baissée et de tuer tout le monde, mais plutôt d'affaiblir l'ordre tout en renforçant la résistance. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais le jeu a également un système de furtivité, très basique évidemment, mais à prendre en compte. Si on attaque un garde et qu'on est pris en flagrant délit, tous les gardes de la zone viendront nous tabasser comme un pauvre hippie au milieu d'une manif. Et comme toutes les maps sont connectées entre elles et persistantes, il est possible de se mettre à dos une ville entière. Alors attention à ne pas avoir la gâchette trop facile, sinon certaines parties du jeu risquent d'être très difficiles, voire impossibles. Parce que oui, même si on peut tirer partout dans Strife et qu'on a accès à un arsenal assez puissant, le jeu reste plutôt dur. Même en difficulté moyenne, certains passages te feront te sentir comme un journaliste de jeux vidéo. Les ennemis ne pardonnent pas. Et que ce soit pour les quêtes principales ou les quêtes secondaires, il existe presque à chaque fois 2, 3, voire 4 chemins et dénouements possibles. Par exemple, ici, je dois aller rendre visite au gouverneur corrompu comme me l'a ordonné Maisel il y a quelques minutes, pour pouvoir libérer des résistants emprisonnés. First they slaughter thousands. Now they want all able-bodied peasants for unspecified tests. How does the Order expect me to keep the peace? What the hell do you want? I like you already. I have 2 chores that I don't want to do myself. One is messy, the other bloody. One
One of my minions is stealing power with a tap on the main somewhere. Find it and truncate his supply, and I'll provide you with what you want. Bring me something as a token. If I knew, it wouldn't be a chore now, would it? Use your charm, but shut off his supply. Bloated pig. I know nothing about this so-called power coupling, so let's go slow. Le gouverneur accepte de me donner le pass de la prison si je m'occupe d'un mec qui détourne de l'eau. Blackbird me conseille alors d'aller retrouver quelqu'un qui saura me donner des informations en bas d'un escalier. Take the walkway by the sewage plant and head down the stairs. Je parle à l'homme, je lui demande où l'eau est détournée, il ne veut pas me répondre parce que je choisis le mauvais dialogue, je me débrouille pour trouver un tuyau, je casse le dispositif fixé dessus, et là, oups. You idiot! You've shut off the power to the jamming circuits we used to conceal our base from the Order. Head over to the town hall and take out the scanning crew now. Sans le savoir, j'ai coupé l'électricité du QG de la Résistance, le gouverneur corrompu s'est foutu de moi et m'a demandé de saboter ce que la Résistance avait mis en place et une patrouille est dans le secteur. Blackbird m'ordonne d'aller réparer mon erreur en tuant les soldats qui traînent autour du QG et une fois que le dernier est éliminé, la mission continue. Okay. Trust no one is the name of the game. Let's get that pass from the governor and free those prisoners. Mais il y a une alternative. Si je cherche un peu plus loin autour du tuyau, je peux trouver un dispositif déjà abîmé. Je peux ainsi le rapporter au gouverneur en lui faisant croire que j'ai cassé celui qu'il voulait. J'évite donc un combat et une engueulade avec Blackbird. Oh, I just love souvenirs. Here, this will get you into the prison. Talk to Warden Montag. Whatever you do after that, I don't want to know. Et évidemment, il y a un autre choix puisque le gouverneur nous a proposé 2 missions. Voici donc ce qu'il se passe si on choisit la seconde. I have 2 chores that I don't want to do myself. One is messy, the other bloody. Tell you what, there's a lying sack named Derwin who has been selling children to the Order. I won't tolerate that kind of depravity, not without my cut. Derwin works in the warehouse. Kill him and bring me his ear, and I'll see what I can do. This key will get you into the power station. On second thought, cut off the ear and then kill him. Much better. On a maintenant la clé qui mène à l'entrepôt où se cache un trafiquant d'enfants. Allons lui faire une petite coupe façon Van Gogh. Oh damn, the governor sent you. I was gonna give him his cut, really I was. Business my ass. Help, guards, I've got a live one. Excuse me, I'm gonna be sick. Une fois tué, on récupère son oreille en guise de preuve, Blackbird manque de dégueuler à la radio, et on ressort de là en se faisant attaquer par les acolytes du coin qui nous ont vus. Un petit sprint vers la sortie, les autres gardes ne sont pas au courant de ce qu'on vient de faire, on retourne voir le gouverneur et on lui donne l'oreille du gros porc en échange de la clé de la prison. Do you have good news for me? I'm all ears. Oh, I just love souvenirs. Here, this will get you into the prison. Talk to Voici donc la fin de notre première mission en tant que membre de la Résistance et on peut maintenant avoir un bon aperçu de Strife. Évidemment, aujourd'hui ça n'a rien d'extraordinaire, mais je le rappelle pour la 143e fois qu'on est sur le moteur de Doom qui n'a connu que des jeux où on ouvre des portes en faisant pan-pan. Là, on a un système de quêtes assez élaboré avec plusieurs possibilités et même plusieurs quêtes accessibles pour un seul et même objectif. Des dialogues de qualité, des choix de réponses, des marchands pour acheter de l'équipement, des maps assez détaillées avec un style plutôt original puisque là, l'humanité est retournée dans une sorte d'âge féodal mélangé à de la technologie moderne et ça reste cohérent par rapport à l'histoire. On peut parler à tout le monde, certains NPC ont même des doublages et des portraits juste pour nous donner des informations qui renforcent l'univers et nous permettre de mieux comprendre certains points du scénario ou faciliter l'immersion. On a des passages secrets, des objets destructibles, un inventaire très simple à utiliser puisqu'il ne consiste qu'à sélectionner et utiliser, pas de gestion de poids, pas de truc de genre, en fait Strife c'est le tout premier FPS RPG accessible. Tout à l'heure, je te parlais de System Shock, qui est un excellent jeu, mais déjà à l'époque, il était très dur à prendre en main. Et aujourd'hui, c'est encore pire car il est très loin de ce à quoi on est habitué.
Il suffit de voir l'interface, il y a plein de choses à gérer, et rien que pour déplacer son personnage, c'est compliqué, ça ressemble plus à un simulateur de vol qu'à un jeu vidéo en vue à la première personne. Et c'est typiquement le genre de jeu où il te faudra 5 ou 6 heures avant d'être à l'aise et de commencer réellement à profiter. Dans Strife, tout est simple, la prise en main est immédiate et les rares éléments de gameplay qui changent par rapport à un Doom-like de l'époque sont naturellement amenés dès la première mission. Au total, le jeu dure environ une dizaine d'heures en ne faisant que la quête principale, mais les quêtes secondaires sont loin d'être anecdotiques. C'est pas la quête DHL à la con où on te demande d'aller récupérer des fleurs ou je ne sais quelle autre babiole. Dans tous les cas, une quête secondaire t'apportera des infos sur l'univers du jeu et te permettra de prendre de meilleures décisions pour la quête principale. Sur la boîte du jeu, on peut lire Trust No One et c'est vrai, on se retrouve souvent confronté à des traîtres, des gens qui nous manipulent et le jeu utilise même cette mécanique pour nous faire un peu psychoter et nous pousser à nous méfier dans les moments où on doit faire confiance. Je dois avouer que j'ai été surpris quelques fois, l'histoire est vraiment bien écrite, c'est pas cliché et prévisible, et le jeu des acteurs permet de se plonger dedans. Mention spéciale pour notre coéquipière Blackbird qui ponctue régulièrement l'aventure et nos actions par de petites remarques amusantes. Why do we have to spend so much time underground? I've seen underground. Des indications sur ce qu'on doit faire ou des conseils pour mener à bien notre mission. Okay, you've pleased the governor, splattered the warden. Now it looks like we're gonna have to do a little surgery. C'est d'ailleurs assez surprenant de voir à quel point elle s'exprime clairement, à croire que les développeurs ont anticipé certaines de nos actions et ont prévu des répliques pour nous guider, et c'est encore plus surprenant de voir qu'elle s'exprime avec justesse. Elle ne sonne pas faux, elle a toujours la réplique qui convient, c'est un personnage très crédible, bien interprété et on s'y attache facilement. Oh, you cut off his hand! And I thought you were a nice guy. Kinda. Let's go. Bref, après environ 1 heure de jeu, on finit par libérer les résistants prisonniers, puis on désactive un champ de force qui donne accès à la forteresse de l'ordre qui surplombe la ville. Et il est temps de lancer l'assaut. Command, he's done it. The gates are open. Send in the shock troops and tell Mesa we're coming in. Avant l'assaut, Mayseal, chef de la résistance, nous en dit un peu plus sur les membres de l'ordre et sur les motivations de l'assaut. You've exceeded all our expectations. Because of your daring, our troops are on the move. I want you two to join the assault with a specific target. Take out the programmer. It's time to reveal what we found out about this layer of the Order. The genetic mutations caused by the virus not only warp the psyches of the Order, but cause their bodies to decay. Without procreation, the Order found that biomechanical enhancements were the only way to maintain their strength in numbers. The decay has advanced so that most of the troops we face are more machine than man, but we believe that their collective consciousness is controlled by one source. The Programmer, creator of the AI which controls the Acolytes. Destroy the Programmer, and we may cripple the Order's troops with a single blow. But caution, we have reports he can vaporize attackers. The Programmer's lair is in the castle. Now, see the medic, grab some ammo, and go get him. Make sure you're ready for the fight of your life. No scrimping. Spend everything you've got. Le virus qui a contaminé la planète a rendu fous les membres de l'ordre, mais ils ne sont pas immunisés pour autant. Eux aussi finissent par tomber malades et ils se maintiennent en vie avec des implants cybernétiques. Peu à peu, à force de se soigner en remplaçant des morceaux de leur corps, ils finissent par devenir des machines et on comprend que les acolytes ne sont plus vraiment des humains, mais plutôt des cyborgs contrôlés par une intelligence artificielle. C'est pour ça que Blackbird nous disait au début du jeu qu'on était encore 100% humain. Listen, if this comm unit is working, that means you're still 100% human. Et dans la forteresse que nous allons attaquer se cache le programmeur, un membre de l'ordre qui est à l'origine de l'IA qui contrôle les acolytes. Cet assaut va clôturer le premier chapitre de Strife qui va s'avérer être bien plus profond que ce qu'on aurait pu imaginer. Jusqu'alors, on avait visité la ville, quelques entrepôts, des égouts, des souterrains, et maintenant on va capturer la zone, faire de la forteresse notre nouveau QG et découvrir de nouveaux mystères. We have conflicting reports about the programmer's location. One says he's in a computer room, another that he's hiding in a keep, and yet another that mentions a long hallway. On est aidé par les résistants, c'est plutôt cool de voir des alliés qui combattent avec nous dans un jeu comme ça. On explose des mechas, des soldats, et après avoir tué tout le monde et fouillé dans tous les coins de la forteresse, on finit par trouver le programmeur qui est le premier boss du jeu.
Une fois le programmeur mort, on récupère un objet qu'il avait sur lui et on se réveille dans la forteresse qu'on a capturée et qui est devenue notre nouveau QG. Good. You're conscious again. When you grab that item the programmer dropped, you let loose some terrible secrets. Fragments assembled from the programmer's files tell us that the Order is worshipping an intelligent weapon. They call it the Sigil. The piece you touched and recovered is one of 5. It wields power drawn from the user's own life force. While you live, you control its power. The shock which knocked you out was the sigil piece tuning itself to you, your pulse and brainwaves. You can wield it, but at a cost. It will drain you dry. One piece constitutes awesome power. Possession of all 5 pieces would be devastating and would give the user total control of the planet. We have no idea where this weapon came from, but we must find out. You have wrested one from the Order, but we must have all 5. We have reached the limits of my knowledge. Seek out the Oracle and ask it for help. Maintenant que la ville est plus ou moins libérée de l'emprise de l'Ordre, on a un nouveau problème. Il semblerait que l'Ordre soit en possession d'une arme surpuissante, le sigil. On en a une partie, reste plus qu'à rassembler les 5 morceaux pour obtenir un avantage face à eux et se débarrasser de ces fanatiques une bonne fois pour toutes. Macyl va donc nous charger d'en apprendre plus sur cette arme mystérieuse et de la récupérer au complet. Et c'est seulement à partir de là que je considère que le jeu devient vraiment intéressant. Déjà parce que c'est le titre du jeu, Strife Quest for the Sigil, et ensuite parce que l'intrigue va s'épaissir au fur et à mesure et qu'on aura accès à de nouvelles zones plutôt sympas à explorer. L'extérieur de la ville, des ruines, des grottes, des complexes futuristes, des temples, le level design est vraiment varié et après avoir passé une demi-heure à tourner en rond dans des égouts, c'est toujours appréciable de prendre un peu l'air frais et de voir des arbres. Tout le reste du jeu va alors consister à récupérer les fragments du sigil pour le reconstituer et obtenir à chaque fois une arme de plus en plus puissante. C'est un petit peu la quête pour le BFG ultime. Mais je te laisserai découvrir tout ça par toi-même parce que ce serait vraiment dommage de te raconter toute l'histoire du jeu et je n'ai fait cette vidéo que pour te donner envie d'y jouer. Je sais pas si ça a marché. Strife est un jeu que j'ai redécouvert il y a quelques mois, je l'avais jamais fini à l'époque, en même temps faut dire que je connaissais même pas mes verbes irréguliers donc c'est un peu normal, et j'ai vraiment été choqué de voir à quel point ce jeu a bien vieilli. J'aime beaucoup ces vieux FPS comme Doom, Quake et tant d'autres, mais je suis aussi le premier à dire que non, si tu ne les connais pas, ça ne sert à rien d'y jouer aujourd'hui. Parce qu'ils ont mal vieilli, que tu n'auras forcément pas le même ressenti que quelqu'un qui les a découverts à l'époque, et parce qu'ils n'apportent rien que tu ne connaisses pas déjà. J'ai beau avoir passé énormément de temps sur Quake, à aucun moment je ne te conseillerais d'y jouer. Je l'ai même dit dans ma vidéo dédiée. Extrait. Alors si t'as jamais joué à Quake, est-ce que tu dois y jouer? Non, honnêtement, le jeu n'a aucun intérêt aujourd'hui. Mais pour Strife, c'est différent. Pour moi, il se rapproche beaucoup des FPS RPG modernes, sauf qu'il est sorti en 96. Donc si t'as pas peur de la 2,5D, des gros pixels, des musiques en MIDI et que tu aimes les bons scénarios, je pense que Strife est sûrement le meilleur jeu qui tourne sur le Doom Engine qu'on puisse conseiller aujourd'hui. Si tu as bien aimé jouer à Bioshock, Skyrim ou encore Fallout, il n'y a pas de raison que tu n'aimes pas Strife, si ce n'est pour ses graphismes qui ont vieilli mais qui ont quand même gardé un petit charme. Et puis, vu le prix des cartes graphiques aujourd'hui, au moins t'es sûr que tu pourras le faire tourner sans aucun problème. Si ça c'est pas une bonne raison d'y jouer, je vois pas ce qu'il te faut. Concernant la version remasterisée, elle est vraiment très bonne. Il n'y a aucun souci de latence dû à la synchronisation verticale qui t'empêche de jouer comme ça peut être le cas avec certaines éditions de Duke Nukem 3D. Par exemple, il n'y a pas de modification débile comme une énorme roue de sélection des armes qui s'affiche comme dans l'édition remasterisée de Blood. Par exemple, tout est d'origine. On a juste un support pour du matériel récent, un très léger lifting graphique avec des effets de lumière ou d'anti-aliasing, une méthode de rendu plus moderne qui permet de regarder en haut et en bas sans distorsion, mais c'est tout. Le jeu est vraiment tel qu'il était en 96, même les musiques ce sont des enregistrements faits avec du matériel d'époque, donc ça sonne authentique. Et ça c'est vraiment bien. Même les trucs chiants de 96 comme ces putains de bestioles qui marchent au plafond et qu'on peut pas viser puisque viser en haut ou en bas dans un jeu comme ça c'est toujours un coup de poker, bah ils les ont laissés et il n'y a pas eu de conneries d'assistance ou je ne sais quoi. Je n'ai que 2 reproches à faire. Le premier, le manque d'une traduction officielle, ça aurait été vraiment appréciable parce que je suis certain que beaucoup de gens sont passés à côté juste à cause de ça. Et le deuxième, c'est le système de sauvegarde qui est le même que l'original et qui n'autorise qu'un nombre de sauvegardes limité. Un peu dommage, surtout pour un jeu comme ça. Sinon, rien à redire, Strife est sorti en 96, soit une des pires années pour publier un FPS et il a vraiment pas eu le succès qu'il méritait. Et même si l'édition remasterisée date de fin 2014, il n'est pas trop tard pour lui rendre les honneurs. Ce jeu est vraiment génial.
Et si on rajoute un T à génial, ça fait génital. Aucun rapport, mais je tenais à te le faire remarquer, je trouvais que ça faisait une belle conclusion. Sur ces belles paroles, je te dis au revoir, c'est la fin de cette vidéo, enfin presque, hein, parce que là on entre dans la spoiler zone. Donc si tu veux jouer au jeu, ne regarde surtout pas parce que je vais directement parler de la fin du jeu. Au pire, tu reviendras après. Hein. T'es encore là? Ok, donc je suppose que t'as pas envie d'y jouer, ou que tu y as déjà joué. Dans tous les cas, peu importe, pour conclure, je voulais juste te dire pourquoi je trouve ce jeu génial. Je suis vraiment pas un fan des jeux qui proposent plusieurs fins. À part quelques rares exceptions, je trouve ça plutôt merdique parce que quand on y regarde de plus près, les 3/4 du temps c'est « Oh, bravo, tu as accompli une majorité de bonnes actions pendant ta partie, voici donc une cinématique où tout se termine bien. » Ou alors « Bouh, tu n'as pas fait les bons choix, regarde comme le monde va mal à cause de toi. » Comme on peut le voir dans BioShock par exemple. Je trouve cette mécanique vraiment facile et ça apporte pas grand chose à un jeu vidéo. Dans certains cas, c'est un peu plus élaboré et tu peux te retrouver avec des jeux qui vont te montrer des fins plus personnalisées suivant les choix que tu as fait. C'est le cas par exemple de Fallout New Vegas qui est connu pour avoir plusieurs fins différentes et chacune est personnalisée suivant les actions que tu as accomplies pendant ta partie. Au total, ça fait un bon paquet de possibilités, mais au final, c'est toujours le même principe. Tu as fait des choix, ces choix ont des conséquences et t'amènent à une fin particulière et le dénouement est plus ou moins différent suivant le déroulé de ta partie. Mais Strife propose 3 fins et ces 3 fins sont vraiment bien foutues parce que en fait, elles sont complémentaires. Alors comme on n'a pas vu tout le jeu et toute l'histoire ensemble, je vais pas pouvoir t'expliquer en 20 secondes ce qui se passe exactement, mais on va dire que tu as une fin où ça se finit mal, une fin où ça se finit bof, et une fin où ça se finit bien. Et disons que tu finis le jeu avec la cinématique où ça se finit bien, alors t'es content, tu te dis bon t'as réussi, ok c'est super, sauf que si tu refais le jeu et que tu as une autre cinématique, celle où ça se finit pas terrible, tu te rends compte qu'en réalité, la cinématique où ça se finissait bien n'était pas si bien que ça, c'est même l'inverse. Tu penses que c'est une happy end, parce que t'as pas tous les éléments, mais grâce à une des fins alternatives, tu comprends que la happy end n'en est pas une. Et je trouve ça vraiment génial. D'un point de vue scénaristique, c'est bien foutu, et surtout, les différentes fins ne sont pas là pour faire une bête synthèse de ta partie. C'est pas « bravo, t'as une majorité de triangles, tu es quelqu'un d'audacieux et la vie te sourit ». Chaque fin est là pour expliquer toute l'histoire, et ça c'est particulièrement original, et ça donne vraiment un intérêt à avoir plusieurs fins dans un jeu vidéo. Là encore, ce n'est que mon avis, mais j'en ai un petit peu marre de ces jeux qui se vantent d'avoir 50 fins différentes, mais qui utilisent toujours le même principe. C'est la même chose qu'un tableau des scores finalement. Plus 50 points pour avoir sauvé Kimberley, moins 100 points pour ne pas avoir réussi à empêcher l'assassinat du Dr Campbell, plus 40 points bonus pour ne pas avoir blessé de garde lors de l'infiltration du building ultra sécurisé, et hop, on passe tout ça au mixeur et on te sort une cinématique personnalisée. Mais ça n'apporte rien à la narration. Je ne vais pas nier que dans un jeu comme Fallout New Vegas, où tu passes des heures entières et où tu t'investis vraiment, c'est cool d'avoir le jeu qui se termine en prenant en compte tout ce que tu as fait. Ça donne vraiment l'impression que tes actes ont un certain poids et que tu as laissé ta trace dans ce monde. Tu peux finir le jeu en t'alliant avec des bandits, en tuant tout le monde, en te la jouant en vieux loup solitaire, en devenant un dictateur tout puissant, t'es pas forcé de suivre une ligne narratrice prédéfinie. Il y a plusieurs lignes et plein de petites variations entre chaque qui débouchent sur plusieurs conclusions. Sur le coup, ça fait plaisir, mais sans mauvais jeu de mots, on reste sur sa fin. Et qu'est-ce qu'on fait après avoir fini un jeu comme ça? On recharge une sauvegarde, ou on va sur YouTube et on regarde les différents dénouements possibles pour voir ce que ça fait si on avait choisi de coopérer ou de détruire la race humaine. Super. Là, c'est différent, il n'y a que 3 fins, et elles n'ont pas été écrites pour personnaliser ton expérience, elles sont là uniquement pour te faire voir le scénario sous un autre angle et te permettre de comprendre ce qui s'est vraiment passé. Prises indépendamment, ce sont juste des petites cinématiques banales, ensemble, elles t'apportent un nouveau regard sur toute l'histoire. Et c'est ce genre de détail qui fait que quand je joue à des jeux comme Prey ou Cyberpunk 2077 qui sont salués par la critique et qui font office de référence, moi je peux pas m'empêcher de penser à des jeux qui ont presque 30 ans et que je considère comme bien meilleurs. Bref, j'espère que ça t'aura intéressé et donné envie de t'y mettre, même si maintenant je t'ai spoilé un des détails les plus cool du jeu, mais voilà. Le mot de la fin... Chatte.